Bonjour Amayad. Bonjour. Alors, vous êtes candidate à la présidentielle, vous êtes née à Dakar, vous êtes arrivée en France à 11 ans avec votre famille. Quelques années plus tard, votre père décide de rentrer au pays, Il était à la retraite, donc normal. et donc il vous laisse seul avec votre mère et vos sœurs. Oui, ma mère choisit de rester parce qu'on était engagés dans nos études de jeunes enfants, et donc pour pas interrompre la scolarité, on est resté. Et donc à ce moment-là, vous habitez dans une tour de Colombes. On change, on passe de la résidence où on habitait en tant que famille d'expatriés à, effectivement, à la cité et dans une tour. Le long de la 86, j'ai vu. Le long de la 86, oui, le quartier des Fosséjean. Ça a été des années aussi de formation que j'ai jamais oublié. Et vous êtes resté jusqu'à quel âge là? Je suis restée jusqu'à la fin de mes études à Sciences Po. Et lorsque je suis devenue administrateur du Sénat, à l'âge de 25 ans, là j'ai Benjamin, non? Non, j'étais pas à la Benjamin, non, du tout. Mais là j'ai déménagé à Paris, oui. J'ai traversé la 86 et le PFH. C'est un autre pays, Paris. Ouais. Vous, à 40 ans, là, vous vous présentez à l'élection présidentielle française Oui. en 2017, face au FN. Face au FN principalement, mais je veux démontrer au fond à tous les jeunes qui ont un projet que oui, on peut traverser ces plafonds de verre, on peut les briser, on peut briser les carcans, ce qui nous empêche de réussir, ce qui nous mine la confiance qu'on peut y arriver. Et au-delà des jeunes, c'est quand même le premier parti de France. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner l'élection présidentielle quand on est une femme noire en 2017 en France? Oui, c'est le pari que je fais, c'est un pari de confiance vis-à-vis de notre pays. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains l'ont fait. Alors bon, c'était un homme, hein, Obama, mais... il avait un handicap en moins, c'est ça? Il avait un handicap en moins. Mais si les Américains l'ont fait, pourquoi nous, l'autre pays universaliste du monde, la France, ne pourrions-nous pas le faire? C'est en France que les intellectuels afro-américains venaient se réfugier parce qu'ici, il y avait possibilité de se mélanger. Et aujourd'hui, les Américains ne sont pas assez devant, mais ça devrait nous interpeller. On a pris un retard monstrueux. Quel message on passe sur la scène internationale? Quel message on passe au monde avec une classe politique qui est devenue une oligarchie, avec une espèce de monarchie présidentielle, de suffrage quasiment censitaire, qui exclut tellement de monde? On ne passe pas de message. Donc, effectivement, une femme comme moi à la tête de la République française, je pense que la France renoue avec son génie. Là, il y a la loi Photoshop qui est passée, qui oblige toutes les photos photoshopées à le mentionner. Est-ce que votre affiche de campagne, elle est légale? Mon affiche de campagne, oui, elle est là, elle est légale. Oui. Là, il y a eu aucun Elle n'est pas photoshopée? Non, aucunement. Aucunement. D'ailleurs, on voit, j'ai beaucoup trop de rides quand je souris. Mais là, la couverture là, du magazine, c'est pas ma photo de campagne. Je pense qu'ils l'ont photoshopée. Ils ne l'ont pas dit, mais je pense. Ah, mais je vous le dis clairement, mais je pense celle-là, elle l'est. Mais la photo de campagne qui est à côté, elle ne l'est pas du tout. Okay. Parce que je vois bien tous mes défauts. Et la question se pose, hein. Il y a plein de gens qui se la posent en ce moment. Non, mais je vois bien tous mes défauts et là, ils sont visibles sur cette photo. Ça donnerait quoi un second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen vs Ramayad? La battle du siècle. Ce serait excellent. Ce serait Hollywood. Je pense que le monde entier regarderait le débat télévisé. Moi, je dirais aux Français, vous avez en face de vous deux Françaises, deux conceptions de la France. Et à vous de voir quelle idée vous voulez projeter de la France, de notre pays, au monde, à l'histoire. Et donc, je pense que je gagnerai. Vous êtes pratiquement la seule femme, la seule politique française à avoir soutenu, mais assez timidement, la famille Traoré. Pas timidement, non. J'ai fait plusieurs fois. J'ai même sollicité la famille Traoré pour les rencontrer sans caméra, rien, de manière très, très discrète, à une époque où personne ne s'intéressait à eux. Je voulais comprendre ce qui se passait. Je n'étais pas là pour dire qui a tort ou qui a raison. Je voyais une famille qui ne pouvait pas voir le corps de son enfant. Est-ce que là, on n'est pas presque à un point de rupture? C'est pas un Ferguson à la française? Pour l'instant, la famille a un grand sens des responsabilités concernant les Traoré parce qu'ils ont toujours fait des appels au calme. Et à chaque fois qu'on était sur le point de basculer, ils ont retenu la colère. Quoi. Ça tient à un fil. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable que la vérité soit faite, soit dite. Il ne faut pas laisser l'impunité passer. Pas de justice, pas de paix. Et il paraît que vous voulez rencontrer Obama. Oui, alors... Bon, j'ai lu dans la presse. Hein. C'est vrai. Alors, je n'ai pas de... Comment dire?
je suis comme, je pense, beaucoup de Français, c'est-à-dire que j'ai à la fois une espèce de fascination extraordinaire pour les États-Unis en tant que société, pays à énergie vitale, à élan vital, où on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Donc, ce que je disais au début, l'idée de briser les plafonds de verre, que chacun se dise si elle y arrive, si nous y arrivons, tout le monde peut y arriver, par l'effort, le travail, le mérite, l'engagement, la détermination, il incarne ça. Voilà. Et au fond, ce que je voulais dire par là, c'est aussi une manière de dire à la France, nous aussi, yes we can. Hein? Vous parlez anglais? Oui, quand même. Yes we can, parce qu'on est la France, parce que impossible n'est pas français, parce que les peuples étrangers nous observent, nous admirent. Comment on dit impossible n'est pas français en anglais? Je ne sais pas si ça se dit, mais impossible is not French. Ah ouais, ça marche, ça marche. Hein? Alors nous, si vous le rencontrez, on aimerait bien venir. Hein. Ah dans ce cas-là, je vous emmène avec moi. Ok. Il était très fort en communication, mais il n'a pas fait grand-chose pour les jeunes. Vous proposez quand même la Silicon Valley des banlieues. C'est quoi la Silicon Valley des banlieues? On appelle Sarcelles LA et Garges Légonesse, ça devient Santa Cruz. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Encore une fois, là qu'est-ce que j'ai voulu dire? On va les créer, mais on va les accompagner pour que leur entreprise, leur boîte dure. Mais vous n'avez pas senti, ils n'ont pas besoin de vous pour créer des boîtes. Là, mais c'est des chiffres sous un gouvernement socialiste qu'on dit le plus réfractaire à la création d'entreprises depuis. C'est bien ce que j'ai dit. Ils n'ont pas besoin de moi pour créer une entreprise. Ah, voilà. C'est bien ce que je dis. Mais le problème, c'est que l'entreprise ne dure pas. Parce que vous savez, une entreprise, c'est pas juste la créer. Il y a plein de Français qui ont été auto-entrepreneurs ces dernières années. Donc, on a facilité les démarches. C'est pas ça le problème. Et puis en plus, il y a de l'imagination, il y a du travail, il y a de la volonté, il y a des idées. Et en plus, le fait d'appartenir à plusieurs cultures, ça donne une souplesse d'adaptation absolument extraordinaire. Donc, il y a un véritable potentiel là. Sauf que l'entreprise, elle ne dure pas. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que ça dure. On met de côté l'élection présidentielle. Si là, tout de suite, vous pouviez faire une seule mesure, ce serait quoi? Une seule mesure, c'est de faire un ministère de l'instruction publique. C'est-à-dire qu'on passe de l'éducation nationale à l'instruction publique. C'est-à-dire qu'on mette quelque chose dans la tête des enfants. C'est-à-dire qu'on axe tout sur la transmission des savoirs. Le monde est compliqué, il est dangereux, il n'est pas sûr. Les mouvements géopolitiques sont lourds, la société change. Il faut anticiper sur l'avenir, il faut être performant, on est sous pression, il y a le phénomène du burn-out. Alors ce monde, il faut le comprendre pour le maîtriser. Et donc, comment vous le comprenez? D'abord par le savoir, les connaissances, les savoirs fondamentaux, l'histoire, la géographie, la littérature, les mathématiques. Or, on est dans une école aujourd'hui où tout ça, là, on a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'on va débattre. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. L'hygiène scolaire, l'hygiène buccale, la sécurité routière, la lutte contre l'homophobie, l'égalité femmes, tout ça, je suis d'accord. Mais l'école se réduit plus qu'à ça. L'hygiène buccale, c'est acté. Mais à l'école. Donc, et puis il faut les sortir de l'école. Tout le temps, il faut toujours sortir. Parce qu'on ne reste plus dans la classe, on sort. On va au musée, on va dans les classes vertes, on va dans les classes... Bon, résultat, quand est-ce qu'ils apprennent? Et donc, au bout de l'histoire, on leur dit, tenez, bac, 22 sur 20, ça existe. Rendez compte. 22 sur 20, non mais c'est extraordinaire. Ça n'étonne personne. 80% de génération a le bac. Ah bon? Ah, on avait décidé idéologiquement que ce serait comme ça. Et on l'a fait. Non mais attendez, on l'a décidé avant que... normalement, c'est la réalité qui aurait dû nous permettre de dire, voilà, 80% de génération a une bac. Non, il y a un ministre qui a dit, non, ce sera 80%, et on a fait en sorte que ça le soit. Et puis après, on leur a dit, bon maintenant vous pouvez aller à la fac, parce que c'est gratuit, c'est ouvert, pas de sélection, il n'y a rien. Ils ont tous allé. Boucherie, les 3 quarts échouent la première année. À la fin, maintenant il faut aller sur le marché du travail. Oh, on ne peut pas vous recruter. Stage, précaire, CDD, machin. On s'étonne. Attendez, on peut arrêter de leur mentir aux jeunes. On peut arrêter de faire de cette génération une génération maltraitée, sacrifiée. Et donc, comment on fait? On leur dit la vérité. Et alors vous, si vous aviez 20 ans, là, qu'est-ce qui vous ferait courir? Si aujourd'hui vous aviez 20 ans, ce serait quoi votre moteur? En 2017, là? Vous voulez la vérité? Ouais. Je crois que je serais flippé devant cette société. Honnêtement, je ne sais pas comment je ferais pour m'en sortir. Ou je fais en sorte de rejoindre l'élite scolaire, parce qu'on en est là, pour m'en tirer, ou je me tire. Ouais, est-ce que vous avez un message d'espoir du coup pour les jeunes? Mon message d'espoir, c'est prenez le pouvoir. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mon message, c'est prenez le pouvoir. Ouais. C'est-à-dire, le pouvoir, il ne se donne pas, il se prend. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre l'autorisation, il faut y aller. Il faut la faire, cette révolution pour cette génération. Elle est où? Il ne faut pas que cette jeunesse soit réduite à une génération bof.
ne faut pas accepter la compassion, faut prendre la reconnaissance, il faut avoir de l'audace, il faut oser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vibrer. On ne vient pas sur Terre pour juste se contenter d'être soi, mais servir une cause plus grande que soi-même. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait, même en n'étant pas nombreux, à décider de faire le premier pas et vous verrez, vous serez suivis. Merci. Alors, il faut être audacieux et convaincu de ce qu'on fait. Merci Armayad. Merci à vous.